Je m'appelle Kelsey Hartman. J'ai 22 ans et mon père m'a inscrite à un concours de la pire fille dans une émission de radio locale. Il n'a pas utilisé de surnom. Il a utilisé mon nom complet. Ensuite, lui et ma mère ont énuméré tous les échecs qu'ils pensaient que j'avais jamais connus, pendant que des milliers de personnes écoutaient durant leur trajet matinal. Ma mère a dit, elle a 22 ans, vit dans notre sous-sol, ne peut garder aucune relation, ne peut garder aucun emploi, ne peut même pas garder sa chambre propre. Mon père a ajouté, j'entraîne une petite ligue, et ses enfants de 9 ans ont plus de potentiel que ma propre enfant. L'animateur a ri, puis a demandé si j'étais incapable de vivre seul. Ma mère a dit, non, juste une déception. Ma sœur m'a envoyé l'extrait par texto avec une seule phrase. Tu es célèbre maintenant. Avant le déjeuner, mes collègues l'avaient entendu. Avant le dîner, mon partenaire l'avait entendu. À la fin de cette semaine, il était parti. Ma mère a eu un sourire narquois et a dit, tu vois, même lui a compris. J'ai souri en retour parce qu'il ne savait toujours pas la seule chose qui les démasquerait. 9 jours plus tard, mon téléphone affichait 175 appels manqués. Maman, papa, sœur, tous suppliants. Avant que j'explique comment un appel à la radio a coûté à ma famille tout ce qu'elle pensait posséder, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait en ce moment. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyagera avant que mes parents ne l'entendent à nouveau. C'était la partie que tout le monde a entendue. Mais ce n'était pas la partie dont ma famille aurait dû s'inquiéter. La première fois que j'ai entendu l'extrait, je me trouvais entre deux quais de chargement à l'entrepôt de distribution de Cédar Rapide où je travaillais comme employé à la documentation de fret. Mon travail n'était pas glamour. Je ne portais pas de blazer. Je n'étais pas assise dans un bureau vitré. Je vérifiais les registres d'expédition, corrigeais les erreurs de connaissement, faisais correspondre les palettes aux factures et m'assurais que les camionneurs ne partaient pas avec le mauvais inventaire. C'était un travail stable, un travail à plein temps, un travail honnête. 2 semaines plus tôt, j'avais été promu d'assistante archiviste temporaire à employé à la documentation de l'équipe du matin, mais apparemment ce détail n'avait pas été inclus dans la performance de mon père à la radio en direct. Ma superviseure, Anita Brox, a appelé mon nom depuis le bureau de répartition. Elle l'a fait doucement, ce qui, d'une certaine manière, a aggravé les choses. Anita était le genre de femme qui pouvait mettre fin à une dispute de chariot élévateur d'un seul regard. Elle ne colportait pas de ragots et n'embarrassait pas les gens pour le plaisir. Quand je suis entré, elle a fermé la porte derrière moi et a tourné son moniteur. C'était là, une page de radio locale, un titre avec des émojis qui rient. Le concours de la pire fille devient brutalement honnête. En dessous se trouvait un court clip audio déjà téléchargé des milliers de fois. Anita a dit, Kelsey, je dois te demander si tu vas bien. Cette question a failli me briser parce qu'elle n'était pas cruelle. La cruauté, je savais comment y survivre. L'inquiétude m'a noué la gorge. Je suis resté là pendant que la voix de mon père remplissait le petit bureau. Confiante, chaleureuse, familière à tous les parents qui l'avaient déjà vu entraîner la petite ligue. Il avait l'air d'un homme bon racontant une histoire drôle. Il a dit que j'avais échoué à démarrer dans la vie. Il a dit, je me cachais dans le sous-sol comme un raton laveur. Il a dit qu'il avait tout essayé. La discipline, la patience, l'amour vache et la prière. Puis ma mère a rejoint l'appel et a empiré les choses. Elle a utilisé la voix douce qu'elle réservait aux gens en dehors de notre maison. Elle a dit, nous l'aimons, bien sûr, mais à un certain moment, l'amour signifie dire la vérité. Puis elle a raconté à des inconnus que je ne pouvais pas maintenir une relation, ne pouvais pas garder un emploi, ne pouvais pas garder une chambre propre, ne pouvais pas gérer la vie d'adulte. Elle a dit que j'épuisais la famille émotionnellement. Elle a dit que ma sœur avait tout fait correctement alors que j'étais devenu la triste histoire dans le sous-sol. Les gens dans le studio ont ri. L'animateur a demandé s'il savait que j'écoutais. Mon père a dit, oh, elle a besoin de l'entendre. Anita a mis l'extrait en pause avant la fin. Elle avait l'air en colère, pas amusée. As-tu approuvé cela, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. J'ai essayé de parler, mais rien n'est sorti au début. Dehors, je pouvais entendre les chariots élévateurs biper et les chauffeurs s'enregistrer à la fenêtre. Des sons normaux, des gens normaux. Un mardi matin normal. Mais mon nom complet venait d'être transformé en une blague que les gens pouvaient réécouter entre deux cafés.
Anita a dit qu'elle rappellerait à tout le monde que les attaques personnelles ne seraient pas tolérées au travail. Elle a dit que mon poste n'était pas en question. Elle a dit que mon travail avait été solide. Je l'ai remerciée, mais je devais encore traverser l'entrepôt en sachant qu'au moins 3 personnes avaient déjà entendu ma mère me traiter de déception. Personne ne m'a ri au nez. C'était presque pire. Il détournait simplement le regard trop rapidement. À 11h43, mon partenaire Noah m'a envoyé un texto. Est-ce que c'est vrai? Il a envoyé le même extrait. Je l'ai appelé pendant ma pause, debout derrière les distributeurs automatiques près de l'entrée des employés. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué, comme si ma famille avait tendu la main à travers son téléphone et lui avait donné la permission d'abandonner. Il a dit que son ami avait entendu l'extrait et reconnu mon nom. Il a demandé pourquoi je ne lui avais jamais dit que les choses allaient si mal. J'ai dit qu'elles n'allaient pas si mal. J'ai dit que mes parents mentaient. Il a dit que peut-être pas surtout. Cette phrase a fait plus mal que l'émission de radio. Mes parents étaient un divertissement pour des inconnus. Noah était censé me connaître. Il a dit que l'extrait ne créait pas de doute. Il confirmait des choses auxquelles il avait essayé de ne pas penser. Il a dit que mes drames familiaux devenaient trop lourds. Il a dit qu'il avait besoin d'espace. Le vendredi, l'espace était devenu une rupture. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas construire un avenir avec quelqu'un dont la famille pouvait exploser comme ça en public. Je lui ai demandé s'il partait à cause de ce qu'ils avaient dit ou parce que les gens l'avaient entendu. Il n'a pas répondu. C'était suffisant. Ce soir-là, je suis allé en voiture chez mes parents parce qu'ils croyaient toujours que je vivais dans leur sous-sol. Les lumières du porche étaient allumées. Le sac d'entraîneur de mon père était près de la porte, rempli de petites battes et de cônes oranges. À l'intérieur, ma mère était dans la cuisine, disposant des cupcakes du supermarché sur un plateau en verre comme si elle les avait fait elle-même. Ma sœur Lorraine était assise au comptoir, faisant défiler son téléphone, sa bague de fiançailles brillant à chaque mouvement de son pouce. Mon père était dans le salon à regarder le baseball. Personne n'avait l'air honteux. Ma mère m'a vu la première et a dit « Tu t'es calmé ?» Lorraine a ri sans lever les yeux. Tu dois admettre que c'était assez iconique. Mon père a coupé le son de la télévision. Ne viens pas ici faire ton drame, Kelsey. C'était la radio. Les gens exagèrent. Je les ai regardés tous les 3. L'homme qui avait joué la déception pour un prix. La femme qui avait souri pendant que des inconnus riaient de sa fille. La sœur qui avait envoyé l'extrait comme un cadeau de fête. Je voulais crier. Je voulais jeter tous les cupcakes dans l'évier. Au lieu de cela, j'ai dit, combien avez-vous gagné? Le visage de ma mère a changé pendant une demi-seconde, trop vite pour que quiconque d'autre le remarque, mais je l'ai remarqué. Mon père a dit, ce n'est pas la question. Lorraine a dit, oh mon Dieu, es-tu sérieusement jalouse d'un concours de radio maintenant? J'ai souri alors, juste un peu. Non, ai-je dit, je voulais juste savoir ce que je valais. Personne n'a répondu, alors je suis descendu au sous-sol qu'il pensait encore être toute ma vie. Il y avait des vêtements dans la commode, de vieux livres sur l'étagère, un panier à linge près du lit et une couverture pliée sur la chaise. Cela avait l'air habité parce que je m'étais assuré que cela ait l'air habité. Mes parents venaient de m'humilier en public parce qu'ils croyaient que j'étais piégé sous leur toit. Ils pensaient que le sous-sol était la preuve que je n'avais nulle part où aller. Ils n'avaient aucune idée que je n'y avais pas dormi depuis 11 mois. Samedi matin, je suis retourné en voiture à la maison où ils pensaient encore que je vivais. Je me suis garé 2 rues plus loin parce que je ne voulais pas que les voisins me voient porter des boîtes depuis le sous-sol. J'avais une clé, un sac à dos et un plan que j'avais élaboré bien avant que mon père n'appelle cette émission de radio. 11 mois plus tôt, j'avais emménagé dans un studio au-dessus d'une laverie automatique fermée du côté et de cédar rapide. Il était assez petit pour que mon lit touche un mur et ma table de cuisine un autre. En hiver, les tuyaux cliquetaient toute la nuit. En été, le couloir sentait le vieux déterge et la brique chaude. Mais c'était le mien. Je payais le loyer. Je payais la facture d'électricité. J'achetais mes propres provisions. Je gardais un tableau blanc près de la porte avec mon horaire de travail, mes objectifs d'épargne et chaque date limite que je refusais de manquer. Mes parents ne l'ont jamais su parce que je les ai laissés continuer à croire à l'histoire du sous-sol. Cela semble étrange jusqu'à ce que vous compreniez ma famille. Mes parents ne se disputaient pas pour résoudre des problèmes.
Ils se disputaient pour créer des témoins. Si je les confrontais en privé, ma mère appellerait des parents avant que mes larmes ne sèchent et dirait que j'avais fait une autre crise. Si je me défendais, mon père dirait aux voisins que j'étais irrespectueuse. Si je déménageais trop brusquement, il ferait croire que je les avais abandonnés après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Alors, j'ai déménagé discrètement. J'ai pris un sac à la fois. J'ai laissé assez de choses derrière moi pour paraître dépendante. Un sweat à capuche sur la chaise, des chaussures près des escaliers, du shampoing dans la salle de bain, quelques anciennes fiches de paie dans un tiroir de job que j'avais quitté des années auparavant. J'ai même continué à leur payer $200 par mois de loyer pour le sous-sol. Non pas parce que je le devais, mais parce que cela les mettait à l'aise. Les gens à l'aise deviennent négligents. Mes parents étaient très à l'aise. Ils disaient à tout le monde que je vivais en bas. Ils disaient aux gens que j'étais fragile, paresseuse, coincée, ingrate et impossible à aider. Pendant ce temps, je travaillais tôt le matin, j'établissais mon crédit, j'économisais de l'argent et j'attendais le jour où ils diraient leurs mensonges devant le mauvais public. L'émission de radio m'a donné ce que les disputes privées n'auraient jamais pu me donner. Un enregistrement, un horodatage, des nombres de téléchargements, des témoins, leur voix, leur choix, leur plaisir. Je suis descendu et j'ai emballé les dernières choses qui comptaient vraiment pour moi, une photo de ma grand-mère, mon dossier de certificat de naissance, 2 manteaux d'hiver et une boîte à chaussures pleine de vieux journaux. Puis je suis monté parce que je voulais prendre le petit déjeuner avec eux une dernière fois. Ma mère préparait des crêpes. Lorraine était de nouveau là parce que sa fête prénuptiale avait lieu le week-end suivant, et apparemment la maison de mes parents était devenue le quartier général du mariage. Mon père était assis à table dans son polo de la petite ligue, lisant des commentaires sur son téléphone avec le strabisme satisfait d'un homme vérifiant les applaudissements. Il a levé les yeux et a dit, « Tu es levé tôt. » J'ai dit, « Je suis levé depuis 5 heures. » Il a grogné une fois. Lorraine a dit, « Fais attention. Elle pourrait te dénoncer à la police de la radio. » Ma mère a posé une assiette plus fort que nécessaire. « Kelsey, si tu es venu ici pour bouder, s'il te plaît, ne le fais pas. Nous avons trop à faire pour la fête de Lorraine. » Je me suis assise à table. Quelle partie de l'appel radio était exagérée? Ma mère a cligné des yeux. Pardon? Vous avez dit que les animateurs de radio encouragent l'exagération. Alors, dites-moi quelle partie était fausse. La partie où vous avez dit que je ne peux pas garder un emploi? La partie où papa a dit que des enfants de 9 ans ont plus de potentiel que moi? La partie où vous avez dit que je vis dans le sous-sol? Ou la partie où vous m'avez traité de déception? Mon père a posé son téléphone. Tu dois t'endurcir. Ce n'est pas une réponse. C'était du divertissement, a-t-il dit, les gens appellent ces émissions pour être drôles. Vous avez utilisé mon nom complet. Ma mère a croisé les bras. Tu agis comme si nous avions donné ton numéro de sécurité sociale. Tout le monde sait qui tu es. Exactement. Lorraine a levé les yeux au ciel. Ça y est. Le discours de la victime. Je me suis tourné vers elle. Tu m'as envoyé l'extrait par texto. Elle a souri. Parce que tu étais célèbre. Non, parce que ça t'a plu. Pour la première fois, Lorraine avait l'air agacée au lieu d'être amusée. Tu ne vas pas gâcher ma semaine parce que maman et papa ont gagné un stupide concours. Le voilà. Je me suis retourné vers mes parents. Quel était le prix? Ma mère fixait la cuisinière. Mon père n'a rien dit. Lorraine a répondu parce que Lorraine n'avait jamais appris que le silence peut protéger les coupables. Un lot de commanditaires locaux de $1000, un peu d'argent, des crédits de fournisseurs. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai demandé, des crédits de fournisseurs pourquoi? Ma mère a éteint le brûleur. Éclairage extérieur, location de chaises, une amélioration pour la table de dessert, des choses pour la fête. Ce n'est pas mal d'accepter un prix. Ma poitrine est devenue froide. Ils ne m'avaient pas seulement humilié pour rire. Ils avaient échangé mon nom contre des décorations. Le sourire de ma mère s'est durci quand elle a vu que j'avais compris. Ne fais pas cette tête. Après tout ce que cette famille a traversé avec toi, c'est bien qu'une bonne chose en découle. Mon père s'est penché en arrière. Tu devrais être heureuse pour ta sœur. J'ai ri une fois. Ça ne ressemblait pas à moi. Vous m'avez transformé en une blague publique pour payer la fête prénuptiale de Lorraine.
Tu t'es transformé en blague il y a des années, a sèchement répliqué Lorraine. Ils l'ont juste dit à voix haute. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais fini d'essayer de leur faire honte. La honte exige une conscience. L'épreuve non. Je me suis levé. Ma mère a dit, où vas-tu? J'ai dit, donnez à tout le monde la même honnêteté que vous avez donnée à la station de radio. Le visage de mon père s'est assombri. Ne commence pas à appeler les parents. J'ai déjà fait quelque chose de mieux. Lorraine a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris mon sac à dos. J'ai envoyé l'extrait à la famille de Brent. La cuisine est devenue complètement silencieuse. Brent Caldwell était le fiancé de Lorraine. Ses parents étaient des gens polis, pratiquants, soucieux de leur réputation, qui croyaient que ma famille était désordonnée mais aimante. Ils avaient entendu la version adoucie de moi pendant des mois. Pauvre Kelsey. Kelsey l'a troublée. Kelsey du sous-sol. Ne jugez pas Kelsey. Elle a des problèmes. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu n'avais pas le droit. Je l'ai regardé. Tu as dit mon nom complet en direct. Ma mère a chuchoté. Kelsey, qu'as-tu fait? J'ai dit, exactement ce que vous m'avez appris. J'ai partagé la vérité en public. Puis je suis sorti avec mon certificat de naissance dans mon sac et leur panique me suivant jusqu'à l'allée. Le lundi, le mensonge avait dépassé la cuisine de mes parents. Le père de Brent Caldwell, Mason, a appelé mon père avant le petit déjeuner. Je n'ai pas entendu cet appel, mais Lorraine s'est assurée que j'en entende parler car elle m'a appelé cette fois avant 8 heures du matin, puis a laissé un message vocal si tranchant qu'il aurait pu couper du verre. Que as-tu dit à Mason? Il a appelé papa en agissant comme si nous étions une sorte de famille de déchets. Tu es dégoûtante, Kelsey. C'est mon mariage. J'ai écouté le message vocal assise dans ma voiture devant l'entrepôt, tenant un café de station-service et regardant les camionneurs faire la queue à la porte. Pour la première fois depuis la sortie de l'extrait, je n'avais pas l'impression de rétrécir. Je me sentais calme. Ce genre de calme peut effrayer les gens plus que les cris. Mason Caldwell n'était pas un homme bruyant. Il possédait une quincaillerie familiale, sponsorisait 2 équipes sportives de jeunes et présidait la moitié des comités de son église sans jamais élever la voix. Il croyait aussi que le caractère comptait le plus quand personne n'applaudissait. Mon père avait passé des années à se présenter comme un père patient et un mentor communautaire. Il entraînait la petite ligue. Il faisait des discours sur le renforcement de la confiance chez les enfants. Il portait des polos avec des logos de sponsors et serrait la main de parents qui lui confiaient leur fils. Puis il est allé à une émission de radio et a comparé sa propre fille à des joueurs de 9 ans comme une insulte. Mason n'a pas trouvé cela drôle. Selon Lorraine, il a posé une question à mon père. Si c'est ainsi que vous parlez de votre propre enfant pour vous divertir, pourquoi devrais-je faire confiance à ce que vous avez enseigné à vos autres enfants sur la famille? Mon père a essayé de dire que l'extrait était monté. Mason a dit qu'il en avait assez entendu. Mon père a essayé de dire que j'étais difficile. Mason a dit que la difficulté n'expliquait pas l'humiliation publique. Mon père a essayé d'en rire. Mason n'a pas ri en retour. À midi, Lorraine a rappelé. Cette fois, j'ai répondu parce que je voulais entendre le son de la peur dans sa voix. Qu'est-ce que tu leur as envoyé, a-t-elle exigé. L'extrait que tu m'as envoyé. Tu sais que c'était une blague. Alors ils peuvent rire. Tu essaies de saboter mon mariage parce que tu es jalouse. Jalouse de quoi, Lorraine? De moi? De ma vie? Du fait que maman et papa soient fiers de moi. J'ai regardé à travers le pare-brise les portes de l'entrepôt s'ouvrir et se fermer. Si la fierté exige de me transformer en risée, garde-la. Lorraine a expiré bruyamment. Brent pose des questions maintenant. Bien. Non, pas bien. Il a demandé pourquoi je t'avais envoyé l'extrait au lieu de te défendre. Et qu'as-tu dit? Elle est restée silencieuse. Il y a des silences qui signifient la culpabilité. Il y a des silences qui signifient le calcul. Le silence de Lorraine signifiait les deux. Finalement, elle a dit, tu obliges toujours les gens à choisir un camp. Non, tu détestes juste quand les gens réalisent que tu as déjà choisi le tien. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, un courriel a atterri dans ma boîte de réception d'une femme nommée Carmen Ellis,
une productrice de KZCR, la station locale qui organisait le concours. L'objet disait « Suivi concernant le segment du matin ». Mes mains sont devenues froides avant que je ne l'ouvre. Une partie de moi s'attendait à une autre blague, à un autre rejet au son juridique, à un autre adulte me disant d'accepter l'humiliation comme divertissement. Au lieu de cela, Carmen a écrit que la station avait reçu des plaintes concernant le segment et examinait les participations du concours de ce matin-là. Elle a dit que mon père avait soumis un formulaire d'inscription en ligne avant d'appeler. Sur ce formulaire, il avait coché une case confirmant que tous les détails d'identification partagés sur la personne discutée avaient été approuvés par cette personne ou étaient autrement autorisés à la diffusion. Carmen a dit que la station comprenait que j'étais la personne nommée dans le segment et a demandé si j'avais donné mon consentement pour que mon nom complet et mes détails personnels soient utilisés. J'ai lu cette phrase 5 fois. Consentement. Mon père n'avait pas seulement été cruel. Il avait menti par écrit. J'ai transféré le courriel dans mon dossier personnel, imprimé une copie au travail et enregistré des captures d'écran à 3 endroits différents. Puis j'ai répondu avec soin. J'ai dit à Carmen que je n'avais jamais approuvé la diffusion. Je ne savais pas que mes parents prévoyaient d'appeler. Je n'avais pas consenti à ce que mon nom complet, ma situation de logement, ma situation professionnelle, mes antécédents relationnels ou toute affirmation concernant un handicap soit discutée en direct. J'ai écrit que plusieurs déclarations étaient fausses et préjudiciables, y compris l'affirmation selon laquelle je vivais dans le sous-sol de mes parents et ne pouvais pas garder un emploi. Je n'ai pas fulminé. Je n'ai pas insulté mes parents. J'avais appris que les faits calmes effraient les menteurs plus que la rage. Quand mon service s'est terminé, j'avais 12 appels manqués de ma mère, 9 de mon père et 23 de Lorraine. Je les ai tous ignorés. Puis mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois d'un numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était Brent. Il avait l'air embarrassé avant même de dire mon nom. Kelsey, je suis désolé de te déranger. J'ai dit, tu ne me déranges pas. Il a fait une pause. Lorraine dit que tout cela est un malentendu. Quelle partie? C'est ce que j'essaie de comprendre. Je pouvais entendre le trafic de son côté, comme s'il était assis dans une voiture garée quelque part parce qu'il ne voulait pas que sa famille ou la mienne entende. Il a dit que Lorraine lui avait dit que j'étais sensible aux blagues familiales. Elle lui avait dit que j'avais du mal à rester indépendante. Elle lui avait dit que je vivais à la maison parce que mes parents me soutenaient à travers certaines épreuves. Puis il a dit, ma mère pensait que tu avais un problème médical. J'ai fermé les yeux. Le voilà, l'ancien mensonge sous le nouveau. Je n'en ai pas, ai-je dit. Je travaille à plein temps. Je vis seul. Je paie mes propres factures. Brent n'a rien dit pendant un moment. Tu vis seul? Oui. Lorraine m'a dit que tu vivais dans le sous-sol. Ils l'ont tous dit. Sa voix a changé. Pas plus forte, plus basse. Depuis combien de temps vis-tu seul? Presque 1 an. Après que nous ayons raccroché, Lorraine est allée chez mes parents en me cherchant. Je le sais parce que ma mère a appelé immédiatement après, furieuse et essoufflée. Où es-tu? A-t-elle demandé. Pas es-tu en sécurité? Pas où pouvons-nous parler? Où es-tu? Comme si j'étais une propriété volée. J'ai dit, à la maison. Tu n'es pas dans le sous-sol. Correct. Un autre silence. Puis ma mère a dit, tu dois arrêter ça avant que les gens ne se fassent une fausse idée. J'ai ri doucement. Maman, les gens se font enfin la bonne idée. En arrière-plan, j'ai entendu Lorraine crier, demande-lui où elle vit. Puis Lorraine a attrapé le téléphone. Tu sais que ça fait passer maman et papa pour des menteurs à propos de ton état, n'est-ce pas? Elle l'a dit vite, comme si elle voulait me blesser et m'avertir en même temps. Mon corps tout entier s'est immobilisé. Mon quoi? Lorraine est restée silencieuse. Rien. Non. Répète-le. Je voulais dire ta situation. Quel état, Lorraine? Elle a raccroché. Je suis resté dans mon appartement au-dessus de la laverie fermée, fixant ma table de cuisine bon marché, et j'ai finalement compris pourquoi mes parents n'étaient pas seulement embarrassés, ils étaient terrifiés. L'extrait radio n'était pas tout le mensonge. C'était la porte et Lorraine venait de l'ouvrir. Une fois que Lorraine a admis ce qu'on avait dit aux gens, j'ai arrêté de deviner et j'ai commencé à demander. Je n'ai pas appelé ma mère.
Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas rappelé Lorraine. Les menteurs adorent la confrontation directe car elle leur donne le temps de jouer la confusion. Au lieu de cela, j'ai fait une liste des parents qui avaient lentement commencé à me traiter comme du verre au cours des dernières années. Tante Gloria, qui me serrait toujours trop longtemps dans ses bras et glissait des cartes cadeaux d'épicerie dans la poche de mon manteau. Oncle Patrick, qui avait une fois proposé de me conduire à des rendez-vous que je n'avais pas. Cousine Megan, qui demandait si les restaurants bruyants étaient trop pour moi. Cousine Danielle, qui avait pleuré à la fête de fiançailles de Lorraine et m'avait dit qu'elle était fière de moi d'être venue. À l'époque, je pensais que tout le monde avait simplement absorbé l'histoire préférée de mes parents, que j'étais dépassé, sous-employé et que je vivais au sous-sol parce que je refusais de grandir. Mais la phrase de Lorraine a tout changé. Ton état. J'ai d'abord envoyé un texto à tante Gloria. Puis-je te demander quelque chose directement? Qu'est-ce que maman et papa t'ont dit à mon sujet? Elle le a appelé en moins de 2 minutes. Tante Gloria était la sœur aînée de ma mère et la seule personne de cette famille qui pouvait rendre Denise hardement nerveuse. Sa voix était douce au début. Chérie, pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai besoin de savoir la vérité. Elle a soupiré. Ta mère a dit que tu luttais avec des problèmes de santé qui rendaient la vie indépendante difficile. J'ai agrippé le bord de ma table. Quel problème de santé? Elle était vague. Elle a dit que ça affectait ton fonctionnement et que tu étais gêné. Elle nous a dit de ne pas te presser pour obtenir des détails. Ma bouche avait un goût métallique. A-t-elle dit que je ne pouvais pas travailler? Ton père a dit qu'un travail stable était difficile pour toi. Lorraine le savait? Tante Gloria a hésité. Lorraine nous a dit de ne pas en parler à la famille de Brent parce que tu étais sensible. Je l'ai remerciée et lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer tout ce qu'elle avait par écrit. Elle l'a fait. Des captures d'écran. Tellement de captures d'écran. Ma mère textant des membres de la famille que je n'étais pas prête pour les responsabilités d'adulte. Mon père disant que je ne pouvais pas supporter la pression d'un plein temps. Lorraine écrivant, s'il vous plaît, ne jugez pas Kelsey si elle semble bizarre aux événements du mariage. Elle a des limitations. Limitations. J'ai lu ce mot jusqu'à ce qu'il ne semble plus réel. Puis tante Gloria a envoyé un dernier message. Kelsey, je suis tellement désolé. Je pensais que tu étais au courant pour le fonds d'aide. Je l'ai rappelé immédiatement. Quel fonds d'aide? Tante Gloria s'est mise à pleurer. C'est ainsi que j'ai appris que ma mère avait créé un petit fonds d'aide paroissial 18 mois plus tôt. Pas une organisation caritative officielle avec des papiers légaux. Rien d'assez sophistiqué pour attirer l'attention. Juste une cagnotte de soutien familial organisée par le ministère des Femmes de l'Église. Ma mère disait aux gens que j'avais besoin d'aide pour le transport, les rendez-vous, les dépenses de base, les repas spéciaux et les coûts de stabilité. Elle disait que j'étais fier et que je refuserais l'aide si elle venait directement, donc les dons devaient passer par elle. Les gens donnaient des cartes cadeaux d'épicerie, d'essence, de l'argent dans des enveloppes, des petits chèques, des repas surgelés. Une femme a fait don d'un ordinateur portable d'occasion parce que ma mère avait dit que j'en avais besoin pour une formation de travail à distance. Je n'ai jamais vu l'ordinateur portable. Je n'ai jamais vu les cartes cadeaux. Je n'ai jamais vu les chèques. Ma mère avait accepté la sympathie en mon nom tout en me traitant de déception derrière mon dos et en direct à la radio. Je me suis assise par terre dans mon appartement parce que la chaise semblait soudainement trop haute. C'est une sorte de douleur d'apprendre que vos parents ont honte de vous. C'en est une autre d'apprendre qu'ils ont profité de faire semblant de s'en soucier. Oncle Patrick a confirmé d'autres choses. Il avait donné $200 à mon père après avoir entendu que j'avais besoin d'aide pour couvrir le transport médical. Cousine Danielle avait apporté des repas après que ma mère ait dit que j'étais trop dépassé pour cuisiner. Une membre retraitée de l'église nommée Madame Pritchard avait envoyé un chèque libellé pour les rendez-vous de Kelsey. Je n'avais pas de rendez-vous. Je n'avais pas d'état. J'avais un travail, un appartement et des parents qui avaient transformé mon impuissance inventée en une source de revenus pour la famille. Le pire est venu de Megan. Elle a transféré un message de Lorraine envoyé 3 semaines plus tôt à propos de la fête prénuptiale. Maman utilise une partie des fonds de soutien restants pour couvrir la table des desserts parce que, honnêtement, le mariage est la seule chose heureuse que nous ayons après avoir géré Kelsey pendant des années. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que ma vue se brouille. Fonds de soutien restants.
Ma fausse histoire sur moi avait payé pour des cupcakes et des locations de chaises. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à construire une chronologie. J'ai inclus la date de mon déménagement, la date de signature de mon bail, la date de mon entrée à l'entrepôt, la date de ma promotion, la date du concours radio, la date du courriel de Carmen concernant le faux formulaire de consentement, et chaque capture d'écran des parents. J'ai écrit une déclaration claire. Pas d'insultes, pas de menaces, pas de discours émotionnels, juste des faits. Puis je l'ai publié dans le groupe de discussion de la famille élargie où ma mère partageait habituellement des demandes de prière et Lorraine des photos du compte à rebours du mariage. Je dois corriger plusieurs fausses déclarations qui ont été faites à mon sujet. J'ai 22 ans. Je suis employé à plein temps comme employé à la documentation de fret. J'ai récemment été promu. Je vis de manière indépendante dans mon propre appartement depuis près d'1 an. Je n'ai pas de problème de santé qui m'empêche de vivre de manière indépendante, de travailler à plein temps ou de fonctionner normalement. Je n'ai pas approuvé l'utilisation de mon nom complet ou de mes détails personnels à la radio. 6 juin l'extrait, le message de la productrice confirmant un examen du consentement, et des captures d'écran des déclarations faites à mon sujet à mon insu. Puis j'ai tout joint. Pendant 30 secondes. Rien ne s'est passé. Puis tante Gloria a écrit, Denise, qu'est-ce que c'est? Oncle Patrick a écrit, Randall, m'as-tu dit la vérité quand tu as demandé de l'argent? Cousine Megan a écrit, Lorraine, tu nous as dit que Kelsey avait des limitations. Daniel a écrit, j'ai apporté des repas chez toi pour Kelsey. Les a-t-elle reçus? Ma mère m'a immédiatement appelé. J'ai refusé. Mon père a appelé. J'ai refusé. Lorraine a texté, retire ça tout de suite. J'ai répondu, non. Le groupe de discussion a explosé plus vite que l'extrait radio. Les parents ont commencé à comparer ce qu'on leur avait dit. Personne n'avait la même version parce que mes parents avaient personnalisé le mensonge pour chaque public. Pour les gens de l'église, j'étais médicalement fragile. Pour les parents, j'étais émotionnellement instable. Pour la famille de Brent, j'étais dépendante mais inoffensive. Pour les voisins, j'étais paresseuse. Pour le public de la radio, j'étais un échec, assez drôle pour gagner un prix. À 18h18, tante Gloria a écrit qu'elle avait contacté le bureau de l'église. À 18h34, Carmen m'a de nouveau envoyé un courriel pour dire que la station avait retiré l'extrait de ses archives en attendant un examen et ne promouvrait plus le segment. À 18h49, Brent m'a texté, mon père veut te parler quand tu seras prête. Sans pression. À 19h02, Lorraine a appelé et a laissé un message vocal qui a commencé par la colère et s'est terminé par la peur. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Ça pourrait tout ruiner. Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai supprimé de mon téléphone, mais j'en ai gardé une copie dans mon dossier de preuves. Ma mère a texté à 19h15. Tu humilies cette famille. J'ai finalement répondu, non, maman. Je retourne ce que vous avez fabriqué en mon nom. Après cela, les appels n'ont pas cessé. Ils se sont multipliés. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas obligé de répondre. La première vraie conséquence n'est pas venue de moi. C'était important parce que ma famille aurait adoré dire que je courais partout pour les détruire par dépit. Mais les conséquences sont différentes lorsque d'autres personnes lisent les preuves et prennent leurs propres décisions. Le mardi matin, KSC a diffusé une courte correction pendant la même émission qui s'était moquée de moi. Ils n'ont pas rediffusé l'extrait. Ils n'ont pas répété chaque détail cruel. Carmen m'avait prévenu à l'avance, et j'ai apprécié cela. L'animateur semblait beaucoup moins amusé qu'il ne l'avait été pendant le concours. Il a dit que la station avait reçu des préoccupations crédibles selon lesquelles des informations d'identification avaient été partagées sans consentement approprié, que le segment avait été retiré des plateformes en ligne contrôlées par la station. Et qu'il regrettait d'avoir diffusé des détails personnels d'une manière qui a causé du tort. Il n'a pas mentionné mes parents par leur nom. Il n'en avait pas besoin. Tous ceux qui avaient téléchargé l'extrait le savaient déjà. À midi, la correction était devenue un ragot local. C'est ainsi que fonctionnent les petites villes. Les gens prétendent détester les drames, puis les transportent soigneusement des caisses de supermarché au parking d'église en passant par les gradins des écoles. Mon père a appelé ça de la censure. Ma mère a appelé ça de la persécution. Lorraine a appelé ça la campagne de diffamation de Kelsey. Aucun de ces noms n'a changé les faits.
Carmen m'a transmis une confirmation formelle que le formulaire d'inscription était en cours d'examen interne parce que mon père avait coché la case de consentement. J'ai aussi gardé ça. Au travail, Anita m'a demandé si j'avais besoin d'ajuster mon horaire. Je lui ai dit non. J'avais besoin de normalité. J'avais besoin de factures, de numéros de camion, de décompte de palettes et de la discipline ordinaire de faire mon travail pendant que ma famille découvrait que je n'étais pas aussi impuissante qu'il l'avait annoncé. Anita a hoché la tête et a dit, alors, nous ferons dans la normalité. J'ai failli pleurer à nouveau, non pas parce qu'elle me réconfortait, mais parce qu'elle me respectait. Cet après-midi-là, l'église a appelé ma mère. Tante Gloria me l'a dit plus tard parce que ma mère était trop occupée à dire à tout le monde que je l'avais trahi. Le bureau de l'église a demandé à Denise de se retirer du comité de collecte de fonds du ministère des Femmes pendant qu'ils examinaient les dons de la cagnotte de soutien liés à mon nom. Ils voulaient des registres. Ils voulaient des dates. Ils voulaient savoir qui avait donné quoi et où c'était allé. Ma mère a pleuré et a dit qu'elle avait seulement essayé d'aider sa fille. La secrétaire de l'église aurait demandé, « Votre fille a-t-elle reçu l'aide ?» Ma mère a dit que j'étais ingrate. Ce n'était pas une réponse. L'église l'a remarqué. Les conséquences pour mon père sont venues de la petite ligue. Mason Caldwell était l'un des sponsors locaux. Un autre parent avait entendu l'extrait radio et avait déposé une plainte. Puis un autre, puis deux de plus. Les parents n'étaient pas impressionnés par un entraîneur qui prêchait la confiance aux enfants tout en humiliant publiquement sa propre fille. Le conseil d'administration n'a pas banni mon père immédiatement. La vraie vie est rarement aussi cinématographique. Ils l'ont retiré de ses fonctions d'entraîneur en attendant un examen. C'était suffisant pour le faire perdre son sang-froid. Il m'a appelé d'un numéro masqué et quand j'ai répondu par accident, il ne s'est pas excusé. Il a dit, « As-tu la moindre idée de ce que tu m'as coûté ?» J'ai dit, « Non. Dis-moi ce que valait mon humiliation après le lot d'éclairage. » Il a crié que j'avais ruiné sa réputation. J'ai dit, « Papa, tu as enregistré ta réputation et tu l'as donnée à une station de radio. » Il a dit que j'avais toujours été égoïste. J'ai raccroché. 3 heures plus tard, lui et ma mère se sont présentés à mon lieu de travail. Je les ai vus à travers la fenêtre de la répartition avant qu'ils ne me voient. Mon père marchait comme s'il possédait encore chaque pièce où il entrait. Ma mère suivait avec les yeux rouges et un sac à main serré contre sa poitrine comme un bouclier. Anita est sortie avant même que je puisse bouger. « Puis-je vous aider ?» Mon père a dit, « Nous devons parler à notre fille. » Anita a dit, « C'est un lieu de travail. » Ma mère a regardé au-delà d'elle. « Kelsey, viens ici. » Je ne l'ai pas fait. L'ancienne moi aurait obéi automatiquement. La nouvelle moi est restée derrière le comptoir avec un presse-papier à la main et a laissé ma superviseure gérer l'intrusion comme le problème professionnel qu'elle était. Mon père a essayé de contourner Anita. Elle l'a bloqué sans le toucher. Vous ne pouvez pas créer une scène dans un bureau de chargement actif. Il a dit, c'est une affaire de famille. Anita a dit, pas ici. Quand il a élevé la voix, 2 chefs d'entrepôt de la sécurité du bâtiment sont apparus. Mon père a semblé choqué, comme si d'autres adultes étaient censés le reconnaître comme le gentil de ses propres histoires. La sécurité l'a raccompagné dehors. Ma mère a pleuré tout le long du chemin jusqu'au parking. J'ai documenté l'incident dans un courriel à moi-même avec la date, l'heure, les témoins et ce qui a été dit. À ce moment-là, documenter était devenu un instinct, pas une vengeance, une protection. Pendant ce temps, le mariage de Lorraine a commencé à s'effondrer en morceaux lents et coûteux. Brent lui a demandé directement ce qu'elle savait du fonds d'aide. Elle a dit qu'elle savait que maman collectait de l'aide parfois, mais pensait que c'était essentiellement pour la famille. Il a demandé pourquoi elle disait aux gens que j'avais des limitations. Elle a dit qu'elle essayait de me protéger du jugement. Il a demandé pourquoi elle m'avait texté l'extrait radio avec « Tu es célèbre maintenant ». Elle a dit que c'était une blague. Il a demandé pourquoi chaque explication qu'elle donnait dépendait du fait que j'étais trop brisé pour parler pour moi-même. Elle n'avait pas de réponse. Mason a dit à Brent de ralentir les préparatifs du mariage. La mère de Brent a demandé à Lorraine de rendre un bracelet qui avait été transmis à l'avance comme cadeau de bienvenue dans la famille. Lorraine m'a appelé en hurlant après ça. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse.
Tu ne pouvais pas supporter que je sois heureuse. Puis plus doucement, presque en chuchotant. S'il te plaît, dis juste à Brent que c'était exagéré. La voilà. Pas je suis désolé. Pas j'ai menti. Pas je t'ai fait du mal. Juste arrange le public. Les appels de ma mère sont devenus constants. Les tentatives de mon père depuis un numéro masqué sont devenues prévisibles. Lorraine a texté depuis de nouveaux numéros. Le mercredi soir, la batterie de mon téléphone mourait à cause des seuls appels manqués. J'ai changé mon message d'accueil pour dire que je n'acceptais pas d'appels concernant des différends familiaux et que toute communication devait se faire par écrit. Cela les a mis encore plus en colère parce que les gens qui survivent en déformant les conversations détestent les archives écrites. Le jeudi, les appels manqués ont atteint 175 en une seule journée. Maman, papa, Lorraine, inconnu, masqué. Maman encore, papa encore, Lorraine encore. C'était presque impressionnant. 9 jours plus tôt, ils avaient appelé une station de radio parce qu'ils pensaient que mon nom leur appartenait. Maintenant, ils ne pouvaient même pas me faire décrocher mon propre téléphone. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là, écoutant la pluie frapper les fenêtres au-dessus de l'ancienne laverie et regardant l'écran s'allumer encore et encore. Pour la première fois, leur panique ne ressemblait pas à mon urgence. Le 9e jour, Brent a demandé à me rencontrer sans Lorraine. J'ai choisi un restaurant près de l'entrepôt parce que c'était public, lumineux et assez fréquenté pour que personne ne puisse organiser une embuscade familiale. Brent est arrivé avec son père, Mason. Ils avaient tous les deux l'air fatigués. Pas en colère contre moi. Fatigués comme le sont les gens quand ils réalisent qu'une histoire à laquelle ils faisaient confiance a été construite avec des pièces manquantes. Brent s'est excusé avant de s'asseoir. Je lui ai dit qu'il ne me devait pas d'excuses pour avoir posé des questions. Il a dit, je t'en dois une pour ne pas les avoir posées plus tôt. C'était plus de responsabilité que ce que j'avais entendu de ma propre famille depuis des années. Mason a ouvert un carnet. Pas de manière dramatique, juste avec soin. Il a dit, nous ne sommes pas ici pour t'utiliser contre Lorraine. Nous sommes ici parce que le mariage relie les familles et nous devons savoir à quoi nous nous lions. Alors, je leur ai raconté. Je leur ai dit que j'avais vécu au sous-sol jusqu'à ce que je réalise que mes parents avaient plus besoin que je sois dépendante qu'ils ne voulaient que je sois en bonne santé. Je leur ai dit que j'avais déménagé lentement parce que la vérité privée ne survivait jamais aux appels téléphoniques de ma mère. Je leur ai parlé du studio au-dessus de la laverie fermée, de la promotion à l'entrepôt, des $200 par mois que je continuais de payer pour qu'ils croient que j'étais toujours piégé, et des vêtements que j'ai laissés derrière comme camouflage. Brent a semblé stupéfait quand j'ai dit camouflage, mais Mason a juste hoché la tête une fois, comme s'il comprenait que certaines maisons nécessitent des plans d'évasion plutôt que des disputes. Je leur ai parlé de l'appel radio, du faux consentement, du courriel de Carmen, du lot de prix utilisé pour la fête prénuptiale de Lorraine, du fonds d'aide, des cartes cadeaux, des chèques, des repas, de l'ordinateur portable que je n'ai jamais reçu. Et des messages où Lorraine disait aux gens que j'avais des limitations. Je leur ai montré des captures d'écran. Je ne leur ai pas tout montré parce que je n'avais pas besoin de les ensevelir sous la douleur pour prouver que j'avais été blessé. Les faits purs et simples suffisaient. Brent a lu le texto de Lorraine: tu es célèbre maintenant 2 fois. Son visage a changé la 2e fois. Je pense que la première lecture l'a blessé. La seconde l'a fait y croire. Il a dit, elle m'a dit qu'elle essayait de détendre l'atmosphère. J'ai dit, elle servait ses propres intérêts. Mason a fermé le carnet et a regardé par la fenêtre un moment. Puis il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Une famille peut survivre à l'embarras. Elle ne peut pas survivre à un système qui exige qu'une personne reste faussement brisée pour que tout le monde puisse paraître généreux. Brent fixait la table. Elle ne m'a pas dit la moitié de tout ça. J'ai dit, elle t'a dit la moitié qui la rendait gentille. Nous avons quitté le restaurant sans nous étreindre, sans discours, sans promettre de devenir des alliés. La vraie vie ne vous donne pas toujours une nouvelle famille parce que l'ancienne a échoué. Parfois, elle vous donne une conversation honnête et laisse cela suffire. Cet après-midi-là, Brent a annulé le mariage. Je ne l'ai su que lorsque Lorraine m'a envoyé une photo de sa bague sur le comptoir de la cuisine avec les mots « Es-tu heureuse maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a texté « Tu as tout gâché pour ta sœur. » Mon père a texté « Répare ça avant que je vienne. » J'ai fait une capture d'écran des deux.
La salle de réception a gardé la compte non remboursable. Le fournisseur de la table de dessert a annulé l'amélioration sponsorisée après que la correction radio ait rendu l'histoire trop risquée à toucher. La société de location de chaises voulait un nouveau mode de paiement. Le crédit pour l'éclairage extérieur a disparu. Les invités ont commencé à poser des questions parce qu'on ne peut pas désinviter 200 personnes sans raison. Lorraine a essayé de dire que Brent avait eu les jetons. Brent ne s'est pas battu publiquement, mais il a dit à des amis proches qu'il y avait eu une malhonnêteté sérieuse impliquant la famille de sa fiancée. Dans une ville comme la nôtre, cette phrase a voyagé plus loin qu'une accusation. Ma mère a essayé de forcer tante Gloria à la défendre. Tante Gloria a refusé. L'examen de l'église a continué. La réunion du conseil d'administration de la petite ligue de mon père était prévue pour la semaine suivante, et les parents discutaient déjà de s'ils devaient un jour entraîner à nouveau. Chaque pilier sur lequel ils s'étaient appuyés, l'église, le baseball, le mariage, les rires à la radio, la sympathie familiale, a commencé à se fissurer sous le poids des archives qu'ils avaient eux-mêmes créées. Cette nuit-là, ils sont venus à mon appartement. Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé. Peut-être que Lorraine m'a suivi. Peut-être que quelqu'un leur a dit. Peut-être que ma mère a finalement cherché assez fort. Je lavais un bol dans l'évier quand j'ai entendu frapper à la porte. Pas taper, frapper. Puis la voix de ma mère. Kelsey, ouvre cette porte. Mon corps a réagi avant mon esprit. Mes mains ont tremblé. Pendant une seconde. J'étais de retour au sous-sol, écoutant les bruits de pas dans les escaliers. Puis j'ai regardé autour de mon appartement. Mon reçu de loyer sur le frigo. Mes bottes de travail près du paillasson. Mon nom sur la boîte aux lettres en bas. Le mien. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé à travers elle. Partez. Mon père a dit, nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas réparé ce que tu as cassé. Lorraine pleurait bruyamment, de manière théâtrale. Brent m'a quitté à cause de toi. Ma mère a dit, s'il te plaît, chérie, dis juste aux gens que l'émission de radio était exagérée. Dis à l'église que tu as mal compris. Dis à la famille de Brent que nous essayons d'aider. J'ai dit, vous voulez que je mente pour protéger le mensonge? Mon père a frappé la porte avec sa paume. La famille pardonne. Je me suis approché, gardant toujours la serrure entre nous. La famille n'utilise pas le nom d'une fille pour collecter de la sympathie, des prix et de l'argent pour un mariage. Ma mère a sangloté plus fort. Nous avions tort. D'accord, nous avions tort. C'est ce que tu veux entendre? C'était la première fois qu'elle disait le mot tort, et ce n'était toujours pas des excuses. Tort peut signifier prix. Tort peut signifier malchanceux. Tort peut signifier inopportun. J'ai dit, non, je voulais que vous le sachiez avant que les conséquences n'arrivent. Lorraine a crié, tu as ruiné la seule bonne chose que j'avais. J'ai dit, non, Lorraine. Tu l'as perdu parce que la vérité ressemblait exactement à toi. Mon père a baissé la voix. C'était toujours son dernier outil. La voix calme de papa, la voix de l'entraîneur, la voix qui faisait que les étrangers lui faisaient confiance. Ouvre la porte, Kelsey. Nous pouvons en parler comme des adultes. J'ai presque ri. Vous aviez une option d'adulte. Vous avez choisi un concours radio. Elle. Le couloir est devenu silencieux, à l'exception de ma mère qui pleurait. Je leur ai dit que j'avais déjà documenté leur visite au travail, les appels, les textos, les messages vocaux, et maintenant ceci. Je leur ai dit que s'ils ne partaient pas, j'appellerais les autorités. Mon père m'a traité de dramatique, mais il est parti. Ils sont tous partis. J'ai regardé à travers le Judas ma mère s'accrocher à Lorraine, et mon père marchait devant comme un homme furieux que le monde ait cessé de suivre son scénario. Le lendemain matin, j'ai envoyé une lettre de non-contact certifiée. Pas un manifeste dramatique. Juste des limites claires. Ne m'appelez pas. Ne venez pas à mon appartement. Ne venez pas à mon lieu de travail. Ne me contactez pas par l'intermédiaire de parents. Toute communication nécessaire doit se faire par écrit. J'ai renvoyé la clé du sous-sol dans une enveloppe matelassée. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai bloqué Lorraine, Noah, et chaque nouveau compte qui apparaissait en prétendant juste vouloir clore le chapitre. J'ai gardé des copies de tout au cas où un avocat en aurait besoin.
L'église m'a finalement envoyé des excuses écrites pour ne pas avoir vérifié l'histoire plus tôt. Certaines personnes qui avaient fait des dons m'ont contacté directement. Je leur ai dit que j'étais désolé que mon nom ait été utilisé de cette façon, mais que je ne pouvais pas gérer leur pardon pour eux. Mon père a été retiré de ses fonctions d'entraîneur pour le reste de la saison. Ma mère n'est jamais retournée au comité de collecte de fonds. Lorraine est passée des groupes de discussion sur la planification du mariage à de longs messages vagues sur la trahison, la guérison et les gens jaloux. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Les gens m'ont demandé si je me sentais victorieuse. Ce n'était pas le cas. Victoire sonne trop propre. Ce que je ressentais, c'était la liberté, et la liberté, après des années à être mal nommée, peut ressembler à un deuil avant de ressembler à de la joie. J'ai pleuré les parents que j'essayais sans cesse de mériter. J'ai pleuré la sœur que j'espérais voir un jour comme une personne au lieu d'une ombre derrière son projecteur. J'ai même pleuré Noah, non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il a cru un enregistrement de mes parents plus vite qu'il n'a cru la vie que je construisais devant lui. Mais je ne suis pas retourné en arrière. C'est ce qui compte. Mon père m'a inscrite à un concours appelé La Pire Fille. Ma mère m'a traité de déception devant des milliers d'inconnus. Ma sœur a envoyé l'extrait comme un trophée. Il pensait que l'humiliation publique prouverait que j'étais faible. Au lieu de cela, elle m'a donné la seule chose que ma famille ne m'avait jamais permis d'avoir, un dossier qu'ils ne pouvaient pas réécrire. En fin de compte, je n'ai pas détruit leur réputation. Je l'ai seulement présenté à la vérité. Et quand la vérité a répété leurs propres mots, même m'ont supplié de l'arrêter. Nous apprécions sincèrement tous ceux qui continuent de soutenir notre narration. Cette vidéo visionnaire a été créée uniquement à des fins de divertissement dramatique et de réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que chaque fin n'a pas besoin d'une conclusion de la part de l'autre personne. Parfois, votre propre clarté suffit à fermer la porte. Comprendre que vous méritiez mieux peut devenir la réponse finale que vous attendiez de recevoir.